Danielle Mitterrand nasceu na França em 1924. É viúva do ex-presidente francês François Mitterrand. Participou da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial e, desde então, tem se dedicado ao combate à injustiça social, política e econômica na França e no mundo. Danielle criou e preside a Fundação France Liberté e é uma das pioneiras na defesa da água potável gratuita para todos. É participante ativa da Unesco na campanha Água para o Povo, Água para a Vida e cofundadora da organização ACME, Contrato Mundial da Água, e da Coalizão Mundial contra a Privatização e Comercialização da Água. Bem-vindo a Ser Humano, que enfoca personalidades internacionais ligadas a ações humanitárias. A nossa convidada de hoje, o nosso ser humano de hoje, é Danielle Mitterrand. Bonjour Danielle. Bonjour. Bon, Danielle, donc pour commencer, nous aimerions parler avec vous un peu de votre vie, de votre jeunesse, de comment vous êtes devenue la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Oh, je crois qu'un personnage se construit au fur et à mesure des années. Il est vrai que j'ai commencé ma vie en vivant de grandes injustices et que ça m'a certainement marqué pour l'avenir et que une injustice pour moi est insupportable, qu'elle soit pour moi ou pour les autres. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cet engagement pour les droits de l'homme, pour tout ce qui concerne plus d'égalité et plus de justice dans le monde. Il est vrai que quand j'étais jeune, j'étais la fille d'un principal de collège qui était un franc-maçon, qui est agnostique et qui, malencontreusement, a été nommé un poste en Bretagne avant la guerre. Et la Bretagne avant la guerre était l'endroit le plus proche de l'image de la France actuelle, la fille aînée de l'Église, et qu'il y avait une guerre de religion considérable. Et en l'occurrence, bon, nommer un libre penseur dans un milieu pareil, ça ne pouvait faire que des étincelles. Et j'étais, en définitive, l'otage entre ces deux cultures, religieuse et libre penseur. Et j'en ai vraiment vécu tout ce qu'il y avait de pire pour une petite fille, c'est-à-dire l'injustice. Et vous êtes allée dans une école catholique, laïque? Non, j'étais dans une école publique, bien sûr. Mes parents, instituteurs du début du siècle, n'auraient pas imaginé que leur enfant puisse aller ailleurs que dans l'école de la République et l'école publique. Mais il se trouve qu'en Bretagne, même les écoles publiques étaient souvent dirigées par des gens particulièrement proches de l'Église et qui menaient leurs convictions avec leur poste. Et l'Église, quand on parle d'Église ici en France, il faut, enfin pour expliquer aux Brésiliens, l'Église n'est pas notre théologie de la libération. Avant la guerre. Et en France, ensuite, il y a eu beaucoup de prêtres proches de la théologie de la libération. Et puis, j'ai, par exemple, au Brésil, beaucoup travaillé avec un prêtre qui s'appelait Burin des Rosiers et qui était avocat en même temps et qui s'est beaucoup intéressé justement aux paysans sans terre et au mouvement des sans terre, dans le Goiás en particulier. Je crois savoir que vous avez participé à la résistance pendant la guerre et j'aimerais connaître un peu de votre expérience. Bien, dans ce milieu dans lequel je vivais, c'est-à-dire de l'éducation, où on nous appelait on nous apprenait les grands principes de la liberté, de l'égalité, de fraternité, il était évident qu'une dictature, pour nous, c'était l'horreur. Et que lorsqu'on a dû subir la dictature allemande, évidemment, mes parents se sont rangés du côté de ceux qui résistaient à cette dictature. Et je me suis trouvée naturellement, si je dirais par nature, dans ce mouvement-là et dans ce milieu-là. Et vous aviez quel âge à l'époque, Danielle? Au début de la guerre, j'avais 15 ans, j'avais 14 ans. 14 ans. Et à 14 ans, vous faisiez? Je suis un peu allée à l'école, oui. Bon, ce qui m'a amené qu'à un KA jusqu'au baccalauréat, mais comme nous vivions clandestinement, il m'est arrivé de participer à des actions de la résistance
petite main, si je puis dire. Petite main, ça veut dire Le petit travail, porter des messages. Et puis plus tard, quand le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, a été instauré, beaucoup de jeunes n'ont pas voulu partir en Allemagne et se sont cachés et ont, comment dirais-je, créé les maquis. Et à ce moment-là, j'ai travaillé dans les maquis parce que les maquis étaient devenus aussi combattants et il y avait des blessés et j'ai apporté ce que je pouvais apporter de mon savoir-faire, comment dirais-je, ma solidarité pour apporter le plus possible de mieux-être, si je puis dire, pour tous ces garçons qui allaient se battre. Et les maquis, ça veut dire quoi, Daniel? Les endroits dans la campagne, dans les bois, où se cachaient tous ces jeunes qui ne voulaient pas partir. Et c'était des endroits organisés, des camps organisés, mais qui se déplaçaient continuellement, parce que nous étions évidemment souvent dénoncés et les Allemands venaient nous déloger. Mais c'était la guerre clandestine, comme actuellement, elle est presque devenue une guerre normale. On voit dans des tas de pays ces guerres clandestines, qu'on appelle les guerrilleros aujourd'hui. Ou des terroristes. Sur le mot terroriste, je suis très prudente, parce que j'ai été traitée de terroriste. Or, je ne suis pas une terroriste. Je résiste à quelque chose qui ne convient pas à l'intérêt général. Je ne suis pas une terroriste. Et pourtant, j'ai été appelée par la police allemande et la Gestapo une terroriste. Si j'avais été arrêtée à ce moment-là, j'aurais été fusillée comme une terroriste. Or, je ne suis pas une terroriste. Et c'est pour ça que je me méfie toujours lorsqu'on traite quelqu'un de terroriste en me disant « est-ce que ce n'est pas d'abord quelqu'un qui défend ou sa famille ou tout simplement ses idées et qui a été amené à les défendre par les armes, ce que je ne souhaite pas. Vous savez, à la Fondation, nous n'avons jamais soutenu de mouvements militaires, de mouvements armés. Mais lorsque ce sont des résistants pacifiques, oui. Et après la résistance? Eh bien, je me suis mariée. J'ai rencontré à qui? J'ai rencontré François dans la Résistance. Le seul endroit où je pouvais le rencontrer, parce qu'il était plus âgé que moi, il avait fini ses études, moi je ne les avais pas commencées, les études universitaires. Il était de l'ouest de la France, moi j'étais de l'est, je suis bourguignonne, donc on n'avait aucune raison de se rencontrer. Mais la Résistance nous a mis sur le même chemin. Et nous avons... C'est la Résistance alors, oui. Vous voyez, et nous avons... Ça paye, les bonnes œuvres. Ce ne sont pas des bonnes œuvres, c'est véritablement une conviction. Nous avions les mêmes convictions et nous voulions les défendre ensemble. Nous sommes mariés, nous avons continué notre chemin l'un à côté de l'autre. Et la politique, vous avez fait de la politique aussi, enfin comme François Mitterrand? Alors j'ai adhéré au PS pendant de longues années et lorsque François a été le président de tous les Français, il a remis sa carte et de ce fait j'ai remis ma carte avec lui et je ne l'ai pas reprise. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus socialiste, mais je ne suis plus partisane à l'intérieur du Parti socialiste. Moi, je fais de la politique, parce que moi, je suis sur le terrain et je suis avec les citoyens responsables. Et la politique, c'est là où elle naît. Et c'est le vrai sens de la politique, en fait. Et les élus sont là pour appliquer cette politique de terrain pour qu'elle soit organisée et institutionnalisée. Mais en fait, de l'instant où on est un citoyen responsable, on fait de la politique. La politique, c'est organiser la société autour de soi, mais on l'organise à longueur de journée, dans sa maison, à l'endroit où on travaille. On ne fait que ça. Bon, alors, moi, je pense que, en tout cas, moi-même et la Fondation, nous sommes un milieu où on fait beaucoup de politique. On fait de la politique, parce qu'on essaye d'organiser pour l'avenir, en tout cas, un monde meilleur. Et on s'organisera pour que ceux qui ont le pouvoir de décision puissent appliquer la volonté de ces citoyens-là. Voilà. Parlons autrement, donc. Vous faisiez, vous, la politique humaniste, humanitaire d'un côté, François Mitterrand dans un parti politique, et vous vous êtes engagé, enfin très tôt, parce que je sais que vous avez travaillé, enfin et participé activement à la défense des prisonniers politiques au Chili. Donc, et ça, c'était avant
France Liberté. C'était avant, n'est-ce pas? oui, Parce que oui. Chili, c'était Alors en c'était dans 73. une organisation affiliée au Parti socialiste, puisqu'à l'époque j'étais au Parti socialiste, qui s'appelait Solidarité internationale. Et puis lorsque François a été élu, je ne pouvais pas être affiliée à un parti, parce que l'Élysée représentait tous les Français, pas simplement les socialistes. Excusez-moi, et normalement, c'est comme ça que ça se passe en France? C'est pas comme ça. Le président peut très bien garder ça. Bon, mais François a pensé qu'éthiquement, pour lui, en tout cas, c'était plus raisonnable, plus convenable. Ouais. Et ensuite, une fois à l'Élysée, pour pouvoir continuer ce travail de terrain, ce travail avec l'opinion publique, j'ai organisé trois organisations, trois associations. Et lorsque, en 86, François, qui n'avait pas du tout l'intention de se représenter en 88 à l'époque, moi, pour avoir une structure et un outil de travail plus pérenne, j'ai créé la fondation. Parce qu'une fondation, c'est une structure, c'est un statut beaucoup plus solide. Bon, et voilà comment la Fondation France Liberté, en 86, non seulement est née, mais a hérité aussi de l'emblème du président de la République. C'est un très beau pendentif que vous avez là. Alors, que veut-il dire? C'est le chêne et l'olivier. Ouais. Le chêne, la justice, l'olivier, la paix, qui était l'emblème du président François Mitterrand. Tous les présidents ont un emblème différent. Et lorsque, à la fin de son septennat, il me l'a donné pour la Fondation. Et voilà comment cet emblème se perpétue. Quelle a été la première cause défendue par France Liberté? Je ne peux pas dire la première cause de France Liberté, parce que la France Liberté a repris tout l'actif des associations qui avaient précédé. Alors nous travaillions déjà pour l'Amérique latine, nous étions aussi au Cambodge après les Khmers rouges, et bien, nous avions déjà un portefeuille de ces deux organisations qui était important et que nous avons repris à la Fondation. D'accord. Et la Fondation, elle fonctionne comment, Daniel? Il y a des salariés et beaucoup de partenaires. C'est-à-dire que la Fondation, son principe, c'est justement d'entendre les témoignages des populations qui ont des difficultés et qui nous apportent par leurs témoignages en même temps un projet à soutenir ou auquel on participe. Donc ce sont des maîtres d'œuvre locaux pour des populations concernées et qui ont le bénéfice de ce projet que nous agissons. Et de ce fait, la Fondation, moi, les projets, ils viennent tout seuls à la Fondation puisque ce sont des témoignages. Nous n'allons pas sur le terrain pour apporter notre savoir-faire. Ça vient de toutes les parties du monde, en fait. Enfin, et croyez-moi, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup avec ce système parce que de tous ceux qui nous ont témoigné pour nous et qui nous ont entraînés dans la participation de leurs projets, ils nous ont appris énormément de choses. L'activité de la Fondation, c'est voilà. Et maintenant, pour son fonctionnement, eh bien, comme toutes les fondations, France Liberté a un capital qui doit lui apporter des intérêts. Et les intérêts de ce capital doivent assurer le fonctionnement de la Fondation. Je connais la Fondation depuis quelques années déjà. Je me rappelle des Kurdes. Oui, pour le moment, ils sont sur le devant de la scène avec la guerre d'Irak. Hein. Oui, justement, mais on n'en parle pas. On en parle et il est rare que quelqu'un ne sache pas qui sont les Kurdes. Une population, enfin, d'un peuple qui a été partagé en 5 après la Première Guerre mondiale et entériné à la Deuxième, et qui se trouve complètement amputé. Et donc je me suis intéressée à cette population, et puis j'en ai parlé, j'ai pris fait et cause pour eux. Et quand je suis allée aux États-Unis, avec François, nous étions invités par le président, je revenais d'une mission en Turquie où j'avais rencontré des Kurdes irakiens qui avaient été gazés à l'Abjam. Donc j'étais complètement
obnubilée par ce que j'avais entendu. Et pendant ce voyage, j'étais un peu taciturne. Et Madame Bush, très gentille, me dit « Vous avez des problèmes, Madame Mitterrand? Je vous entends pas. » Je dis « Oh non, j'ai pas de problème, mais je suis obsédée par ce que j'ai vu ces jours-ci. » Et je lui raconte. Et je lui raconte, et pendant un bon moment, et je me rends compte que elle essayait d'accrocher, elle n'y arrivait pas. Je lui dis « Mais peut-être vous ne savez pas qui sont les Kurdes. » Alors elle me dit « Non. » Je lui dis « Mais vous savez, c'est pas une tare. » Je lui dis « Il y a tellement de gens qui ne savent pas qui sont les Kurdes aujourd'hui. Mon travail, justement, c'est de faire savoir qu'ils existent et qu'ils souffrent. » Après, je me rappelle aussi de Sahraouis. D'abord, ils viennent d'où, les Sahraouis? Les Sahraouis, c'est une population du Sahara occidental et qui est au sud du Maroc et que le Maroc prétend investir parce que le Maroc prétend que cette partie du Sahara dit occidental fait partie du Maroc, alors que ça a été une colonie espagnole pendant de nombreuses décennies. Et quand les Espagnols ont renoncé à cette colonie, les Marocs s'en sont emparés, mais les Sahraouis ont dit « Nous, on existe, nous sommes un peuple et nous voulons notre terre. » Et cette guerre entre le Maroc et les Sahraouis. Et nous, on n'est pas entré dans le problème de la guerre. Nous, ce qui nous intéresse sont les peuples. Ce sont des peuples qui ont dû s'expatrier en Algérie, dans des camps, dans un désert invivable. Et c'est un peuple courageux qui a su créer comme un environnement à peu près vivable alors que c'est dramatique comme pauvreté de sol, d'eau. Et ils sont arrivés à créer une vie à cet endroit que leur courage et leur savoir-faire m'a fascinée et j'ai voulu apporter ce que je pouvais apporter pour les aider à vivre dans ces conditions. Bon, petit à petit, évidemment, quand on prend le parti d'un peuple, on entre dans les conflits avec les peuples différents, mais c'est leur histoire, ça n'est pas la mienne. Moi, ce sont les peuples que je soutiens dans leur histoire. Nous avons dans le